Madame, mademoiselle, monsieur, encore j'espère, un bon cru avec monsieur Gabriel Galion de France-Antilles. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Michel Boachi, fatigué. Hein. Michel Boachi qui nous fait le plaisir d'être là, qui a repoussé tous ses rendez-vous pour être... Non, ça va, je suis en forme. Bien. Ça va être chaud. Daniel Compère, progressiste. Toujours fidèle au poste. Michel Boachi, justice. Galion, j'ai oublié de le dire, France-Antilles. C'est évident. Ah non, mais il faut le dire, parce qu'il peut y avoir des gens de passage. C'est un pays de tourisme, il y a beaucoup de gens qui passent, Et puis, M. Marajo, alors M. Marajo, c'est Business News, c'est l'annuaire du pouvoir, Open Soft System, c'est une presse écrite pléthorique et abondante. Nous allons commencer par une petite information que je vais vous donner. En 2014, la production nationale de vin dans le pays français, qui est notre pays pour l'instant, est de 46,2 millions d'hectolitres. Ce qui fait 4600 millions de litres. Hein, parce que selon les estimations de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Donc la France est redevenue pour 2014 le premier producteur mondial de vin. Côté consommation par habitant, ça fait 44,2 litres. La France reste cependant à la deuxième place. Non, ce n'est pas les plus alcooliques. Derrière, je vous la chercher. Bon, vous donnez votre langue au chat. Le Vatican. Le Vatican. Bien évidemment. Monsieur Galion. C'est facile. Monsieur Galion. C'est facile. Monsieur Galion. Il fallait mettre une couche là-dessus. Monsieur Galion. 33 millions dans l'Hexagone, l'article disant métropole. Et 15 millions de bouteilles de rhum dans les départements français d'outre-mer. De production. De consommation. Consommation, oui. Ce qui fait que 20% de la consommation est consommée sur place, dans les DOM. Les DOM français, c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane. C'est pas beaucoup, Réunion. 20% de la production. De la production. Il faut ajouter la Réunion. La Réunion. Il faut ajouter la Réunion, oui. Donc 30%, ça va de soi, exporté en Europe et dans le monde. Et 50% consommé en métropole, et puis 20% comme ça fait 460 000 tonnes de canne à sucre. Il faut 8,5 kg de canne à sucre pour la fabrication d'un litre de rhum agricole. Où en est-on du rhum? Les chiffres, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a une fiscalité particulière pour le rhum qui n'est jamais stabilisée sur le moyen terme ou sur le long terme. Il y a toujours une remise en cause. Il y a la fameuse vignette de sécurité sociale qui a été sérieusement ébranlée il y a 2 ans, remise en cause par Bruxelles, parce que Bruxelles estime qu'à partir du moment qu'il y avait une taxation, une fiscalité particulière et un taux d'assises qui était plus bas par rapport aux produits exportés. Le taux d'assises qui est la taxe que l'on paie sur les alcools. La taxe sur les alcools, ça veut dire qu'il y avait une aide à la production cachée. Ouais. Donc qui était contraire à la libre concurrence, et qu'il a fallu faire valoir la nécessité d'une production locale ayant une appellation d'origine contrôlée, une identité géographique protégée, ce qui fait que c'est un produit européen et à ce titre a droit à un certain nombre, non pas de protection supplémentaire, mais une prérogative sur le marché. Deuxième chose, la consommation locale, 30%, c'est peu. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça veut dire que s'il n'y a que 30% de la production de rhum qui est consommée localement, ça veut dire que le reste des alcools vient de l'extérieur. Auparavant, la consommation locale était plus de 70 voire 80%. Donc il y a une perte de part de marché. Si 50% de la production de rhum des Outre-mer, des rhums traditionnels, il y a la Réunion dans l'histoire, sont exportés en France et en Europe, cela veut dire pour autant que les rhums français ont la part majoritaire de consommation d'alcool fort en métropole, loin de là. Qui importent du rhum aussi d'ailleurs. Ils importent un produit qui s'appelle rhum, attention à ce qu'on dit, c'est un terme qui est devenu très générique, et on peut mettre tout et n'importe quoi dedans. Nous avons une appellation rhum agricole, AOC Martinique, Guadeloupe c'est rhum agricole, Réunion c'est du rhum industriel, Guyane c'est du rhum industriel. Il faut ce distinguo, le consommateur, lui, lambda, il va dans un rayon, il prend ce qui est moins cher, il avale, il vous dit qu'il a bu un excellent rhum. Il nous appartient peut-être, nous, Martiniquais, qui avons cette chance d'avoir l'AOC, nous sommes les seuls à pouvoir avoir l'AOC telle que définie, c'est-à-dire un seul terroir, une seule source, un seul produit, une seule production, une seule chaîne. L'AOC, pour que les gens sachent, c'est l'appellation d'origine contrôlée. C'est à nous aussi de défendre notre produit, et pour cela, il faut qu'on apprenne à le connaître correctement et non d'avoir des idées un petit peu légères là-dessus. Et à le différencier
d'autres produits de contrefaçon, oui. on va dire. Voilà. On avait commencé, mais heureusement qu'on a arrêté. Toi et moi, on avait commencé, on a arrêté. Daniel, Tu arrêtes. Daniel, il y a un sujet sur lequel je voudrais qu'on s'exprime, que vous exprimiez, ça va être certainement Michel et toi, c'est sur les réalisations, tu as tenu d'ailleurs, mais par point, hein, non pas un grand discours, les réalisations de l'équipe dirigeante de la région, puisque c'était un grand débat dans l'édition aujourd'hui de France Antilles. D'hier, un article là-dessus. Donc par point. Alors, et à la dernière émission, tu étais absent pour des raisons domestiques, on a traité de la nécessité, non pas de, je te le dis tout de suite, hein, je ne vais pas te prendre au dépourvu, de ne pas avoir une sorte de catalogue de j'ai fait le pont, j'ai fait ça, je vais rejoindre Guénon, mais quand est-ce qu'on aura un projet d'ensemble de développement? Alors vas-y, la parole est à toi. Je commence par la fin. Le président de région a dit lui-même qu'à la prochaine plénière du conseil régional, c'est-à-dire le mois de novembre, on va présenter le PADM, le plan d'action pour le développement de la Martinique. Ouais. D'accord? Bon. Faisons-lui crédit. Même Michel va être obligé de lui faire crédit. Attendons ce PADM et puis on va le critiquer à ce moment-là s'il le faut. On va même le désosser. N'est-ce pas? Il y a un ensemble de choses dedans. Sans être polémiste, est-ce que ça va être un plan qui sera un peu comme une conception du développement constitutionnel, la troisième voie qu'on a. Est-ce que c'est un plan qu'on sort pour la nouvelle collectivité qui vient? Parce qu'on commence à en avoir un petit peu assez de ça. Hein, de quoi? Parce que la troisième voie, par exemple, moi j'étais prêt à y croire à la limite. Et que l'on eût travaillé là-dessus, qu'on se soit réunis, qu'on ait critiqué, qu'on ait. Qu'un garçon intelligent des garçons intelligents comme vous et dit, mais là, tu se bouges. Est-ce que le PAD ne va pas sortir la semaine prochaine pour être le lendemain du 15 décembre, qui je crois sera la date de la consultation pour la collectivité territoriale de la Martinique? 15 décembre 2015. 2015, bien sûr. 2015. Ou alors, non, j'ai dit, est-ce qu'à ces dates-là? Non, mais il faut attendre parce que ça peut être aussi en même temps que le. Alors, est-ce que ça va pas être rangé dans les oubliettes de l'histoire comme a été rangé le schéma de développement? Si on parlait tous les jours de la troisième voie, nous serions les premiers à dire que ça nous bassine. D'accord. Bon, il y a quand même il me semble, des semaines, pour pas dire des mois, que je n'ai même pas entendu mentionner la notion de troisième voie. Bien. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit intégrée. Et donc, pour répondre à ta question, je présume, que le PADM s'inscrit dans la troisième voie. Mais la troisième voie, ce n'est pas une, une vue de l'esprit. C'est traduire par des choses concrètes une vision de l'avenir de la Martinique. C'est ça l'idée de l'Etchimi. Alors, je dis l'Etchimi, parce qu'on aime bien focaliser tout sur une personne, etc. et tout. Il va de soi que ce n'est pas l'Etchimi qui a tout inventé. Comment dirais-je? Je ne veux pas être méchant. Attends, avant de passer la parole à notre ami Marajo, Michel, est-ce que cette troisième voie pour laquelle on n'était pas d'accord, on appellera un chat, mais est-ce que ça ne méritait pas quand même d'être une notion, un concept opérationnel, opératoire, on va trouver le mot que vous voulez, pour avancer dans le sens de la responsabilité martiniquaise? Autre mot que vous aimez. Si j'ai bien compris les différentes versions de cette troisième voie, c'était l'idée que on pouvait obtenir par des modifications constitutionnelles, des transferts progressifs, des avancées progressives dans le cadre de l'article 73, des compétences tout en restant dans l'article 73. Bon. Alors, le débat, c'est que... Oui, mais en faisant inscrire la Constitution des droits acquis, hein, c'était surtout oui, ça. c'est ça, donc l'article 73. Oui, c'est ça. Donc l'article 73. D'accord. Hein? Donc l'article 73 qui consacre l'égalité, et puis on obtiendrait, j'oublie le terme exact juridique, mais enfin, des prérogatives particulières par des décisions ponctuelles, limitées dans le temps, aux collectivités locales, soit au Conseil général, soit au Conseil régional. Bon, un certain nombre ont été donnés. Bon, c'était ça la troisième voie. Notamment les habilitations. Et puis, il y a une deuxième version de la troisième voie, c'était d'obtenir une modification, d'inscrire
la troisième voie, c'est-à-dire en fait une sorte d'article 73 bis ou 74 bis dans la Constitution. Dans le discours de Serge Letchimy de soutien, lorsqu'il a reçu Hollande au Parc Floral, c'est la dernière fois, à mon avis, où il a dit « Nous vous soutenons aux élections présidentielles, mais nous demanderons une modification de la Constitution. » Depuis, silence radio. Motus. Parce que de toute façon, vu le rapport de force, il n'est plus possible de modifier la Constitution face à une droite qui aujourd'hui contrôle le Sénat. Enfin, c'était déjà difficile en termes. À un certain moment, à un certain moment, il ne l'a pas contrôlé. Oui, non, mais c'était même sans contrôler le Sénat, arithmétiquement, c'était compliqué pour Hollande de faire voter une modification de la Constitution sur des choses sensibles. Parce que cette modification ne peut se faire que par le Congrès. Voilà, et le Congrès, il n'avait pas la majorité. Il n'avait pas les 3/5 requis en termes de vote. Ce que je voulais dire sur le PADM, c'est, sans déflorer le sujet, mais le PADM, c'est pas du tout des projets globaux. Le PADM, c'est une hiérarchisation des secteurs qu'il faut développer, et à l'intérieur de chaque secteur, des projets à financer. C'est ça le PADM. En fait, c'est probablement une rupture dans ce qu'on a connu, des grands projets de développement de l'île, qui étaient des projets, on va dire, à dimension macroéconomique, philosophique et politique. Là, c'est complètement pragmatique. Prenons un exemple sur les énergies nouvelles. On imagine que les énergies nouvelles sont un des secteurs de pointe. Voilà les 20 projets qui vont faire l'objet, c'est important, qui vont faire l'objet d'un financement. Oui, on a compris. D'ailleurs, très concret, et simplement, financement région, financement Europe. Qui est-ce qui veut développer ça? Daniel. Je n'ai pas fini tout à l'heure, effectivement, parce que tu posais la question de savoir si la présentation de ce projet économique, disons le PADM, on va l'appeler comme ça, projet de développement économique, si c'était lié à la troisième voie ou à la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique. Il faut arrêter de dire collectivité unique. C'est la collectivité territoriale de Martinique. Il faut mettre ça dans l'esprit de... Je crois qu'on a pris le pli ici. Vous avez pris le pli ici, oui. C'est bien. Merci, le bel d'école. C'est bien. On ne se refait pas comme tu. Oui. Non, donc, Eddy a déjà dit qu'il s'agit de hiérarchiser des projets. C'est des projets sur 3, 4, 5, 10 ans. Ça dépend des projets. Bon, Letchimy, évidemment, je me fais l'avocat de Michel qui n'en a pas besoin. Letchimy vend son affaire. Il veut montrer, et il montre que la région a des projets, et c'est la région qui met en branle tout un certain nombre d'activités économiques dans le pays, même si les chiffres des emplois créés peuvent prêter à discussion, n'est-ce pas? Bon, voilà. Alors, est-ce que c'est dans le cadre de la collectivité non, mais quand ça va, territoriale? on verra lorsque ça va, lorsque ce plan. Non, mais je veux dire, on verra si c'est un catalogue, comme disait, avec des offres de est-ce que vous prenez le ticket A, le ticket B, est-ce que vous êtes d'accord pour investir avec l'Europe, etc. On verra. Ce que je veux dire, on va surtout chercher une ligne générale. Ben voilà, je veux dire que ça dépasse la mise en place de la collectivité territoriale. Ok, Michel? Oui, alors, les quelques documents que j'ai pu lire sur le PADM s'inscrivent intégralement dans la philosophie de la troisième voie, même si peut-être à la sortie, pour éviter toute polémique et pour pouvoir, notamment au sein même de cette majorité régionale, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas autonomistes. Parce que la troisième voie, les partisans de la troisième voie continuent à se réclamer de l'autonomie. Dans cette majorité, il y a des gens qui ne sont pas autonomistes. Donc on va peut-être exclure tout ce qui ressort de la troisième voie. Mais la philosophie, la démarche du PADM, le cadre conceptuel dans lequel il s'intègre, tel qu'il a été dessiné par ses principaux rédacteurs, notamment Patrick Chomazeau, c'est la troisième voie. Et il oscille, et c'est ça sa contradiction, je peux le dire tout de suite.
il oscille entre la nécessité de prendre un certain nombre d'options en matière de production, de développement économique, qui nécessitent des pouvoirs locaux. Alors on agite la pouvoir, et puis le fait que, dans les faits, dans le cadre de la collectivité unique, on n'aura pas ces pouvoirs. Donc, et ce sera la contradiction fondamentale de ce PADM. Ni par habilitation, ni par habilitation, etc. Répartition de bon, autrement dit, on se heurte au problème essentiel. Même si on me dit qu'on revient constamment au problème statutaire, la question du développement et la question de la capacité juridique de mettre en œuvre un certain nombre de politiques localement sont des choses qui sont liées de manière consubstantielle. Alors, c'est bon, ça. Voilà. Messieurs, vous savez que je voudrais ajouter. Messieurs, vous savez qu'en fait, on avait l'habitude ça s'appelle le kiosque, donc c'est des journaux, et des représentants de journaux, de la presse écrite, et puis qu'on n'en parle jamais, et puis j'oublie, et puis chaque fois. Alors d'abord, je voudrais vous dire que dans le Progressiste de cette semaine, il y a un article sur la collectivité unique. Informer, expliquer, convaincre. Mauvais élève, tour du marketing. Colloque, c'est ici, voilà. Colloque de 40 ans du Knesset. Du Césaire. Du Césaire. Le Knesset. Conseil économique et social. C'est l'université. Vous comprenez pourquoi c'est la juridiction d'appel de section disciplinaire de l'université. Vous avez compris Absolument. Donc, ensuite, Jean Cruzol au 3e forum des RUP. RUP ou ROP RUP. Région ultra-périphérique. Ensuite, un extrait du discours de Rodolphe Désiré où il dit à la croissance verte, ok, je dis oui, mais j'ajouterai surtout la croissance bleue, puisque vous savez comment il est particulièrement préoccupé, tourné vers la mer. Voilà, la formule est belle. Tout ça, c'est pour se substituer à la croissance zéro. Non, puisque attends, c'est une émission de presse. C'est pas une émission politique, c'est une émission de presse. Michel, tu l'as un titre rédacteur. Tu parles là comme voilà. Il n'y a pas tant de militants. Alors bon, reste tranquille. Ensuite, le CERMAC, une identité toujours plus réaffirmée, et puis un article de Madame Marie-Thérèse Casimirius, que je trouve très digne. Sur les 16 de Basse-Pointe. Mais c'est le dernier des 16 de Basse-Pointe. Et puis ensuite, mais ça c'est l'humour et on n'y peut rien. Mais moi, cela m'agace particulièrement, celui montrant Marie-Jeanne sur Claude Lise. Mais c'est de l'humour, c'est comme si je me mets à dire... Ça s'appelle une caricature. Mais j'aime pas ça. Bois pour nous aller, et puis sur le dos de Claude Lise, à quel moment on change de place, bon, ça c'est le job caricatural. C'est très apprécié des lecteurs. Mais moi j'aime pas ça. Et puis... tous les goûts sont dans la nature. Oui, mais dans mes goûts, j'aime pas ça. J'aime bien les goûts, j'aime pas ça. Un pas de il plus. se marre de tous les autres dessins qu'il a vus dans sa vie, mais un pas de plus. J'aime pas ça. Et puis un pas de plus vers l'intégration caribéenne. Si tu continues, je vais pas avoir de faire sortir. Alors... Mais tu n'as pas fait sortir sur tout le temps, c'est pas drôle. Attends, tu vas voir. Oui. Et puis ensuite, la présentation du livre de Lépine, qui est Chalvet. Bouquin qu'il faut acheter, bouquin qui paraît-il est très bon. C'est un pavé, hein. Que j'ai pas encore lu. Et ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement il y a l'analyse de Chalvet, mais il y a aussi la production, si j'ose dire, de 102 documents à propos de Chalvet. Oui. Parce qu'en fait, le Chalvet, on ne connaît que le folklore. Marie-Louise, il y a toute la trame sociale, historique, il explique. Tout à fait. Justice, tous au Grand Assemblée des Patriotes. Alors, tu vas expliquer que soit on parle créole, soit on parle français. Quand on écrit Grand Assemblée, on ne met pas un D, parce que le principe même c'est de ne pas mettre des lettres mortes. Hein. Alors, dis ça aux camarades. Alors, moi qui ai fait la une, il n'y avait pas de D. Mais c'est le maquettiste qui a dû faire la faute. Il manque le D. C'est le maquettiste, c'est déjà la faute du maquettiste. Non, mais ça prouve. Et le BAT. Non, mais chez vous, l'initiative. Le BAT, c'est qui le signe? Non, mais c'est toi, merci. BAT veut dire bois tiré. Bois tiré, voilà. Alors, tous au Grand Assemblée des Patriotes anticolonialistes et démocrates, c'est un mot que je prononce tellement peu souvent que je n'arrive pas à le prononcer. On dit plus ça, anticolonialiste. Et pourtant. Du dimanche 26 octobre 2014 à 9h30 au l'Espoir. Tout à fait. Ça a l'air c'est un petit peu comme avec le RMC, avec de grandes réunions. J'espère que ça va se terminer en déconfiture. Tu te souviens, en 2010. Non, c'est une réunion. À l'époque, ça avait commencé au Lamentin et tout. Il y avait du monde, bien sûr. Ça avait continué, je ne sais pas où. Et on a vu certaines des personnes d'ailleurs qui étaient au Lamentin, au Marin. Je pense au premier adjoint de la ville de Lamentin, qui avait fait un discours tonitruant au Lamentin. Je me demande même si ce n'était pas un appel aux armes.
Ce jour-là pour l'article 74. Au Lamentin. Au Lamentin. On a vu des gens. En 2010. En 2010. En 2010 pour le. Et puis là, on le voit en 2014, on le voit derrière Serge Letchimy et de Lépine au Marin. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Bien sûr. Ensuite, prison de Lucos, une honte pour la France et un reflet de notre société malade. Tout à fait. Et puis Ebola, une maladie de pauvres dans des pays pauvres. Ça, c'est un beau titre, ça. Une maladie de pauvres dans des pays pauvres. Tout à fait. Et puis, il y a surtout l'édito de Georges Richaud. On va s'y arrêter un tout petit moment, pour faire un peu d'étude de texte. Alors, il nous dit que c'est dans l'esprit qui a présidé à la construction du Rassemblement martiniquais pour le changement. Comme je le disais, ça démontre très fort. Tout à fait. C'est-à-dire les RMC qu'il s'agit de travailler à la consolidation d'une véritable dynamique des forces authentiquement de gauche, celles des patriotes, des anticolonialistes et des démocrates partisans de la stabilité. Je ne sais pas si c'est cumulatif ou bien s'il y en a qui sont patriotes, d'autres qui sont anticolonialistes, d'autres démocrates, je ne sais pas. Ils sont tous à la fois. C'est un rassemblement, ce sont des gens qui ont des sensibilités politiques différentes. D'accord. Mais bien sûr. Mais on peut être patriote et anticolonialiste, on peut être anticolonialiste et on peut être démocrate. Pour moi, il n'y a pas de différence. Donc qu'est-ce qu'on met sous démocrate et qu'est-ce qu'on met sous anticolonialiste et qu'est-ce qu'on met sous patriote? Alors, anticolonialistes, ce sont des gens... Il y a les patriotes, ceux qui se dénomment eux-mêmes patriotes. Ils sont anticolonialistes aussi. Mais qui sont aussi des anticolonialistes. Est-ce qu'ils sont démocrates? Moi, je pense qu'ils sont des démocrates. Et puis, il y a des démocrates qui ne sont pas anticolonialistes. Qui ne se reconnaissent pas dans le terme de patriotes. Est-ce qu'ils se reconnaissent dans le terme d'anticolonialiste? Ils se reconnaissent dans le terme d'anticolonialiste parce qu'ils continuent à militer pour la responsabilité martiniquaise, c'est-à-dire l'autonomie. Ensuite, pour le développement de notre pays, enfin de la Martinique, il s'agit de porter notre contribution, c'est Georges Richaud dans son éditorial, si vous n'avez pas suivi, de porter notre contribution à l'élaboration de véritables projets alternatifs de développement et de société répondant aux véritables intérêts de notre peuple. C'est d'abord, alors je reviens, il s'agit de porter notre contribution à l'élaboration de véritables projets alternatifs de développement. Ça veut dire qu'entre 2010 et puis maintenant, le RMC, auquel je ne vais pas faire l'hypocrite, nous avons participé, a fait des réunions. Les camarades se sont réunis et puis il y a un projet de développement. C'est pas là maintenant que vous allez faire, qu'on va faire. Chacune des forces a des éléments de projet. Ce qu'il s'agit de dire, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit d'avoir un projet commun. C'est-à-dire de rassembler... Donc il y a un an pour le faire. Ben, mais il faudra quand même en parler avant la veille de la consultation. Donc il y a 6 mois pour le faire. Bien sûr. Mais vous savez, un projet de développement et un projet de société, ça ne doit pas être nécessairement un plan de Constantine. C'est-à-dire avec des actions dans l'État. C'est un certain nombre d'orientations fortes, de priorités et d'axes. Et tout à l'heure, on disait que le PADM, ce ne serait pas... Bon, moi je crois qu'aujourd'hui... Ce ne serait pas un catalogue. Ce ne serait pas un catalogue. Voilà. Bon. Oui, il faut terminer les phrases. Oui. Moi je crois que ce que veulent les Martiniquais, c'est d'avoir... Et compte tenu... Parce que ce qu'on a pu écrire, il y a des choses qui ont été écrites il y a 5 ans, 6 ans et même 10 ans, qui sont étonnamment actuelles d'ailleurs. Aussi bien dans le SMDE que dans les États généraux. Le document, par exemple, le SMDE, schéma Martinique de développement qui date de 2007. Qui a été fait par qui? Qui a été fait par le Conseil général, le Conseil régional, à l'époque de Lise et de Jeanne. Bon. Bon. Le SMDE et l'émanation du Conseil régional, il a été baptisé schéma Martinique de développement économique. En fait, c'est le schéma de développement régional, qui est une commande de toutes les régions de France et de Non. C'est ça la base. Ensuite, c'est une calomnie. Non. C'est une calomnie. Et nous, militants, nos journalistes là. Bon. C'est une obligation légale. Deuxième chose. C'est une obligation légale. Et puis après, ça a été développé. Tu mets ce que tu veux dedans. Ce que tu mets dedans, oui, mais l'appellation est ça. Deuxième chose. C'est pas un document français, c'est un document martiniquais. Deuxième chose. C'est une commande, c'est une obligation des régions. Et deuxième chose, il y a eu l'agenda 21 du Conseil général et les deux assemblées se sont réunies en une plénière commune, et on congrès, et on fusionnait un texte, on fait un texte commun, voilà, c'est clair. Celui-là, par contre, celui-là devient authentique et devient beaucoup plus spécifique. Texte commun, ça s'appelle SMDE. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Par conséquent, et deuxième document important, parce qu'il y a d'autres documents qui viennent d'ailleurs, c'est les États généraux de 2010, de 2009-2010,
dont la synthèse a été faite par le professeur Victor Vaugirard, et qui lui-même, en 2010, disait, au fond, 3 ans après, nous n'avons rien inventé de nouveau par rapport au SMDE. D'accord. Bon. Et quand on lit, j'ai ta parole. et quand on lit le PADM, on retrouve les mêmes éléments. J'ai ta parole. Ce sont les mêmes personnes. Eddie Majo, lorsque M. Érichaud écrit, c'est d'abord la survie de notre peuple, aujourd'hui menacé de son existence même, par le vieillissement et la baisse de sa population et par un génocide insidieux qui doit être au centre des préoccupations. Peut-on adhérer à cette assertion? Bon, les faits sont réels, ils ne sont pas inventés. Il y a un vieillissement de la population, il y a... Un génocide insidieux. Non, attends, laisse-moi les égrener. Il y a une baisse de la natalité, il y a un solde migratoire négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui partent que de gens qui arrivent. Après, c'est du commentaire. Okay? Là, les faits sont réels. Mais ces faits, ce ne sont pas des faits nouveaux. Ce sont des faits qui collent à certaines époques de l'histoire de la Martinique. Ce qui serait évidemment très inquiétant, c'est que ces tendances s'ancrent de plus en plus dans la réalité et augmentent. Donc ça deviendrait un génocide insidieux. Ça devient... Non. Je n'emploierai pas le mot génocide, parce qu'un génocide, je suis désolé, mais bon, allons essayer. Le reste, c'est du commentaire. Et chacun est libre d'employer les mots. Moi, je c'est écrit dans la presse, nous faisons des commentaires. Mais tu me demandes si c'est vrai. Ouais. Moi, je te dis... Est-ce que c'est proportionné? Est-ce que c'est en relation avec la situation? Non, mais il y a génocide à partir du moment où il y a une décision politique ou militaire, mais bon, politique au départ, d'éliminer... une ethnie, une race, un groupe de population. Bon, très clairement, aujourd'hui, l'économie de la Martinique et sa population sont dans une situation, on va dire, plutôt inquiétante. Mais laisse-moi finir quand même, parce que lui, il a pas... On nous dit que nous avons un taux de croissance supérieur à la France. Hein. Attends, on n'est pas sur ça. On n'est pas sur ça. Attends, on va y venir. C'est la réalité pour que les gens sachent. Attends. Pour que les gens changent et écoutent et changent dans leur façon d'appréhender notre métier, celui de relater des informations. Alors je sais que c'est difficile parfois, on peut relater des informations en y incluant ses propres convictions, mais et Gabriel a raison, allons essayer de rester sur des éléments factuels. Ce genre de situation n'est jamais une situation durable, tout simplement parce que le monde change, les choses bougent. La Martinique a été dans des époques florissantes en matière économique. La Martinique, comme beaucoup d'autres pays du monde dit riche, on va dire ça comme ça, souffre d'un changement du monde, quoi, un changement économique. La Martinique n'a jamais eu un étiage démographique aussi bas. Quand tu n'as pas de peuple, quand tu n'as pas de peuple, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. La Martinique, entre les années 70 et 90, notamment en raison du bimidum et de ses conséquences, et puis de l'émigration, était arrivé à un stade où, d'ailleurs, on le voit bien dans la courbe démographique, il y a une chute brutale de la population entre les années 70 et 90 à un certain moment, notamment au milieu des années 70. Donc, on a déjà été en situation démographique dramatique. Je savais que tu allais me dire ça, mais ce n'était pas lié au vieillissement. Sauf qu'en même temps, il y avait le vieillissement. Bon, alors, on continue. Alors, mais attendez, il faut qu'on le dise ici. Tout ça, c'est des statistiques officielles. Personne ne prend en compte l'immigration qui existe en Martinique. Personne ne dit qu'une bonne partie de cette perte de population est compensée par l'entrée sur le territoire martiniquais de très nombreuses personnes. Et moi, je le dis, et là c'est une opinion, c'est positif. Et heureusement, notamment dans l'agriculture, qui a une immigration clandestine, bien évidemment. Sinon, beaucoup de secteurs économiques martiniquais sont en détresse. Donc il faut rajouter l'immigration. Michel, c'est peut-être vrai. Alors, distinguons les choses. Gabriel. Tu veux... Attends, non, mais c'est peut-être vrai, je dis ça, c'est un commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce processus qui consiste à dire que le niveau démographique a déjà été bas, en occultant le vieillissement de la population et en zappant pour dire qu'en fait, le raisonnement qui vient de tenir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu vois, comment peut-on juger techniquement d'une telle situation pour le développement d'un pays? Baisse de démographie, augmentation de la vieillesse. Ouais.
C'est normal, puis il y a le vieux, et à moins les gamins, ça, jusqu'à présent, c'est mécanique. Oui, bon. oui. Baisse de la vieillissement de la population, il me semble qu'il y a déjà plus de 10 ans de ça. Pour rester sur le secteur de la fonction publique seulement, il y avait un préfet qui s'était alarmé de voir qu'il y avait une augmentation de la population de l'agent de la fonction publique arrivant à la retraite, donc vieillissant, et qu'il n'y avait pas suffisamment de jeunes arrivant sur le marché pour les remplacer. Je parle d'agents martiniquais. Deuxième chose, quand on regarde un petit peu la forme de la démographie martiniquaise, c'est pas un sapin qui s'élève. C'est une pyramide à l'envers. C'est plutôt voilà. Pyramide à l'envers. Donc il y a le problème de vieillissement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à la base. Il y a certaines conférences d'un institut bien connu de Michel Branchi, l'Institut martiniquais d'études des politiques publiques dirigé par Georges Parra, et il me semble qu'il y a quelques mois de ça, c'est pas moins d'un an, il faisait déjà remarquer que la démographie posait un problème lorsque le taux de reproduction de la population était très faible et que du coup la population vieille prenait une proportion importante, et quand ça générait automatiquement une réflexion sur une nouvelle économie, comment aborder, comment mettre en place ou trouver des éléments pour accompagner les gens qui étaient en âge, un certain âge de vieillissement, et ça pose aussi le problème de la capacité de production de la population. Oui. Et de consommation. Et de consommation. Voilà, d'abord, c'est de inévitable. production. Alors moi, je voudrais dire quand même un mot là-dessus. Est-ce bien nécessaire? Oui, absolument. On est d'accord. Non. On n'est pas d'accord. Non. On n'est pas d'accord. Non. C'est la première fois depuis la catastrophe de Saint-Pierre que nous avons une baisse aussi importante de la population. Ok. Deuxièmement, cette baisse de la population, elle n'est pas liée, non, elle n'est pas liée à simplement un problème de natalité, elle est liée à la bombe à retardement qu'a constitué le Bumidum. Oui, on est d'accord. Bien. Troisièmement, non mais je préfère le dire, ça vaut mieux le dire. Quand tu le dis, oui. Ça a plus d'importance. Non, c'est parce que je dis les choses plus clairement. Ah bon. Et troisièmement, il n'y a pas simplement une immigration caribéenne dont nous pouvons nous féliciter. Je parle de l'immigration européenne. Et c'est un projet politique poursuivi par le gouvernement français depuis les années 70, qui a été théorisé par le ministre Mesmer pour résoudre le problème colonial. Ça veut dire qu'on peut changer la nature du peuple martiniquais. Et même le démographe, le statisticien qu'a cité Gabriel, à l'époque où il était à l'INSEE, je me rappelle d'une conférence où il était encore directeur de l'INSEE, en présence de Claude Valentin-Marie, qui est le premier à avoir, qui est le démographe français le plus compétent en la matière, qui a lancé le cri d'alarme sur cette affaire. Qu'il a lancé à nouveau de façon encore plus tonitruante récemment. Eh bien, ils ont expliqué que cette situation était dangereuse, qu'elle pouvait changer la nature du peuple martiniquais. Mais lui, Claude Valentin-Marie, et je voudrais terminer là-dessus, il a fait une conférence il y a 1 an à Mediana, à la commande de l'AFD, l'Agence française de développement, et de la Chambre de commerce de la Martinique, en collaboration avec un autre économiste qui s'appelle Olivier Sudry, et ils ont formulé un certain nombre d'hypothèses, ils ont prolongé ce qui peut se produire si c'est... Bon, ça a conduit à une baisse des ressources des collectivités locales, une baisse de la croissance, une diminution de la capacité du pays à se renouveler, et il a formulé une politique alternative. Et il a dit la chose suivante, qui est fondamentale, c'est que en matière démographique, c'est un démographe qui parle, il n'y a pas de fatalité en matière démographique. Autrement dit, il faut d'urgence mener une politique nataliste différente. Donc il ne faut pas suivre les Français avec leur histoire d'allocation familiale. OK? Et pour cela, il a dit qu'il faut un pouvoir local. Parce que le problème auquel est confrontée la Guadeloupe, le problème auquel est confrontée la France n'est pas le même, et les politiques de la famille qui sont menées dans ces pays-là ne sont pas les mêmes. Donc il conclut à l'idée qu'il faut un pouvoir martiniquais pour mener cette politique-là. C'est là que tu voulais en venir. Exactement. Non, j'avais juste une nuance par rapport à ce que disait Michel en préalable, c'est que sur la population européenne qui revient,
je crois qu'il y a une petite nuance à apporter, c'est que n'oublions pas beaucoup de nos compatriotes qui sont partis là-bas et qui reviennent. De même que lorsque tu as parlé de Valentin Marie, c'est pas chiffré. Non, c'est pas chiffré. Mais il y a des estimations quand même. Il y a des estimations. Attends, Claude Valentin Marie, justement, avait fait un premier sondage dans les années 90 sur la population outre-mer en métropole. Tout le monde était sur un chiffre fantasmagorique de plus de 1,5 million de Domiens en métropole. Lorsque Claude Valentin Marie a sorti son étude à partir du recensement de 91, il a sorti ça en 93, on est arrivé à un total de Domiens identifiables. De moitié. Identifiables de 380 000. Ouais. Domiens, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. De Domiens de deuxième génération, identifiables, on était à plus de 500 000 personnes. Ouais. 10 ans plus tard, ce chiffre a évolué pas beaucoup. Il n'a pas été multiplié par 5. Cela veut dire que établir des statistiques sur des données précises, les données précises sont limitées. On identifie les Martiniquais, les Guadeloupéens, parce qu'il y a un numéro INSEE. Le retour, aller-retour, il y a une identification par du numéro. Mais dès que vous avez, par exemple, le fils de Paul-Henri ou Georges Mathieu qui est né là-bas, et qui revient ici, il ne peut pas être sur le chiffre INSEE identifié comme Martinique. Okay. Donc ça veut dire qu'il faut quand même des fois nuancer, d'autant qu'il y a un moment, il y avait le flux migratoire, oui, on en perd de population, il y avait un flux migratoire qui, dans les années fin 90-2000, montrait qu'il y avait autant d'Antillais qui entraient en métropole, il y en avait qui revenaient. Que de retour. En tout cas, la dernière enquête de migration famille qui date de 2000, celle-là de 2012, de Claude Valentin Marie, qui a été faite par sondage, qui est le plus grand sondage qui a été fait. Il a été fait sur 5000 individus, plus de 5000 individus. Hein. Bon. Et c'est la plus grosse étude qui a coûté le plus cher. Elle nous donne quand même des éléments sur le nombre de personnes qui reviennent, leur profil, et parmi les gens qui reviennent, on arrive quand même à identifier ceux qui sont éventuellement, parce qu'on les a interrogés par sondage, bien sûr. C'est le seul moyen de faire. Ouais. On ne peut pas, puisque, comme l'a dit Gabriel, on ne peut pas l'identifier. Tu parles bien de sondage. Le sondage. Ce que j'ai parlé, ce sont des données avec des méthodes précises. Scientifiques. Voilà. Et ces méthodes scientifiques permettent quand même d'estimer le nombre de, comme on dit, de Domiens. Non, je parle de Martinique, il n'y a pas de Domiens, il n'y a pas de Guadeloupe. Oui, même si c'est long. Gagne du temps. Et ils reviennent, on peut estimer ceux qui reviennent. Et puis ceux qui ne sont pas Domiens, dont on ne veut pas parler, et qui sont là. Messieurs, le magazine Antilla de cette semaine a largement parlé de la mobilisation du PPM pour la victoire, à savoir votre congrès. France Antilles, les salariés vigilants, des photos de vous en tricot rouge. Tu étais là? Tu étais à cette manif? Non. Non. Escrime la Martinique, base de l'équipe de France. Alfred Fanton et le groupe Zo, concert exceptionnel. Un éditorial d'Henri Pied sur un bouquin de Rodolphe Étienne. Ça fait des bouts de fond quand vous parlez pendant que je fais ça. Le créolade habituel de notre ami Gide. Quelques informations dont l'UDI qui n'était pas contente parce qu'on a largement parlé de ça, parce que son ami de l'UDM a fait une ouverture sur la gauche. Les maires de gauche. Et donc un très bon journal, avec de très belles photos d'Édouard de Lépine et de Louis Couzol. Si tu l'as montré la photo? Mais elle est trop petite. Non, mais ça fait partie des Jurassic Park dont on parlait la dernière fois. C'est très mal. Alors, avec l'autorisation. Alors, en parlant de Jurassic Park, il paraît que je figure sur un truc qui. Mais heureusement que tu avais fait. Je figure sur. Nous sommes témoins que tu avais toi-même. Jurassic Park. Ouais. Une caricature. Oui, j'ai vu ça quelque part. Mais je ne t'ai pas bien vu, alors il faudra que je regarde mieux. Alors, monsieur, je faisais quelque chose là. Dans le cadre d'une émission, parce que nous sommes à Zouk TV, dans les studios de Zouk TV. Oui. Chamoisé confiant, divorce par consentement mutuel, c'est Yves-Léopold Montieu. Et puis, on reparle à nouveau de Business News, 500 ans du pouvoir aux Antilles. On a déjà parlé une première fois, mais ça vaut le coup d'en parler encore. Allez tous, l'achetez-vous si vous êtes parmi éventuellement les... du bois. Non, c'est surtout la nuée qui donne les... Alors moi, je voudrais insister sur le fait que c'est très intéressant parce que je crois que le progressiste et nous, on fait le même exercice d'explication sur la collectivité. Après Gabriel, sur la collectivité. Et les retours que nous avons disent, je pense que c'est le cas pour vous, enfin, on comprend quelque chose. 3 mois après justice. Hein.
Oui, non, vous étiez Je voulais vous dire. Vous étiez les premiers. Je voulais vous dire. Faire la course à celui qui est le premier. Voilà. Non, mais ce Par qu'on contre, je constate, vais faire la course au dernier. La semaine dernière, le Club Presse avait fait un débat sur vous comprendre le mode de scrutin. Il y en a beaucoup qui ont brillé par leur participation, Parce qu'ils faisaient une leur émission. présence. Parce qu'ils faisaient une C'était émission à la après même l'émission, heure. merci beaucoup. Et ça m'a permis de constater qu'il y a encore de la pédagogie à faire. Il y a beaucoup mais tu de commences. pédagogie à faire. Moi, je pense que c'est la conclusion qu'on doit. Informer, Il faut féliciter les confrères. on a tous, les quatre, on a tous travaillé sur ce document. Campagne, Absolument. médiamétrie, Zouk TV. Alors écoutez-moi bien. 61,9% de la population martiniquaise, soit 205 500 téléspectateurs, ont l'habitude de regarder Zouk TV. Ok? Je répète, 205 500 téléspectateurs. Sans oublier qu'en Guadeloupe, et par le net, et par le satellite, ça arrive un peu partout. En Haïti, à Paris. En Haïti, à Paris, le monde entier. Ça n'est qu'une appréciation, qu'une estimation locale. 63,5% de pénétration sur la cible femme. Donc 115 300 femmes qui nous regardent. Les responsables des achats, en particulier, sont près de 64% en plus en 6 mois, donc de 150 000. Donc celui qui fait l'acte d'achat dans le couple, dans le foyer. Ah oui, d'accord. Devant Zouk TV, il se trouve donc devant l'écran et à regarder Zouk TV sur une semaine. Les 50 ans restent le cœur de cible de la télévision et sont plus de 90 000. Ce sont des gens en pouvoir d'achat, représentant près de 27% de l'auditoire de la station sur une semaine. Donc ce n'est pas le troisième âge, hein. Les 50 ans, ce n'est pas le troisième âge. Les gens en pleine force de l'âge et en pleine force économique. Je le dis pour les annonceurs, s'ils m'écoutent, c'est là qu'ils se mettent à regarder. Sur une semaine, la station touche 63,4% des actifs martiniquais, soit près de 107 800 individus. C'est la moitié des gens qui travaillent. Alors, la chaîne touche 45% des CSP++, je vais expliquer ce que c'est que les CSP++, Absolument. soit 22 000 personnes, et 47,3% des CSP+, ce qui fait 39 500 personnes. Donc en tout, grosso modo, 3 et 2, 5, un peu plus de 50 000 personnes qui sont les CSP. Que sont les CSP ? Plus. Le CSP+. Et plus. Alors, ce sont des définitions qui portent sur le pouvoir d'achat, les catégories à fort pouvoir d'achat des téléspectateurs. Les SP+, ce sont les catégories socio-professionnelles supérieures. En France, les CSP+, représentent une trentaine de pourcents de la population, bon, on s'en fout. Les catégories professionnelles que le terme CSP+, englobe, les cadres supérieurs, les dirigeants d'entreprises, des professions libérales, et également les cadres d'entreprise, les professions intellectuelles, professeurs, instituteurs, chercheurs, personnel de santé ou services sociaux, les professions dites intermédiaires, ainsi que les commerçants et les artisans. C'est pour ça qu'il faut que nous nous exprimions clairement, Voilà. avec précision, comme tu nous le disais avant l'émission, monsieur, soyez un peu plus efficace dans la maîtrise de la langue et de la diction, etc. Contremaître, argent de maîtrise et technicien. Elle constitue le haut du panier de la consommation. Le pouvoir d'achat de cette population est plus élevé que celui de la moyenne des Français. C'est une cible très disposée à acheter de nouveaux produits tendance, smartphones, tablettes, tactiles, etc. Le contact publicitaire vaut donc plus cher. Ce qui veut dire qu'en 2 mots, et puis je vous laisserai la parole, qu'on aurait dû être bombardé de publicité, que cette émission, toutes les 10 minutes, où il va y avoir des flashs de ceci, de cela. Et regarde, si le monde martiniquais était le monde normal. Ça nous enlèverait la parole. Oui. Non, mais c'est probablement pour un certain nombre de ces annonceurs, mais surtout téléspectateurs, c'est probablement une découverte. Bon, pour nous, c'est une certitude, parce que... on le sentait, on le subodorait. En fait, bon, bien au-delà, parce que nous, on réalise régulièrement des sondages qui ne sont pas des sondages de mesure d'écoute comme Médiamétrie le pratique, mais des sondages de notoriété et d'image des chaînes. Et depuis très longtemps, Zouk et KMT sont des télés locales dont le niveau d'audience est très élevé, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'elles sont totalement atypiques par rapport aux généralistes, dans leur programmation, dans leur contenu. Deuxième raison, c'est que les gens se voient, alors que dans les généralistes, ils voient d'autres races, d'autres ethnies, d'autres cultures, et ça c'est fondamental. Si on veut être attractif aujourd'hui, il faut d'abord qu'on se voit nous, c'est une espèce de miroir. Et puis troisièmement, un élément fondamental, c'est que
le contenu des programmes est rediffusé en permanence. Et cette rediffusion augmente, vous l'aurez compris, mécaniquement le niveau d'audience. Puisque une émission qu'on n'a pas pu voir, on a toutes les chances de la revoir, ce qui n'est pas le cas des généralistes qui considèrent qu'elles doivent maintenir un flux renouvelé, ce qui est à mon avis une erreur. Même si on a vu l'émission, on peut la revoir. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Voilà. Gallion, à ton avis? Tu veux que je fasse un commentaire sur quoi? Tu fais pas si tu veux pas. Non, mais bon, tu as fait un détail complet. C'est interpellant. C'est interpellant, bon, je rebondis sur ce que vient de dire Eddy, sur une population de téléspectateurs qui vont regarder une émission qui est faite avec peu de moyens, une télévision qui n'a pas les mêmes moyens qu'une généraliste, qui n'a pas les mêmes moyens qu'une généraliste, qui n'est pas sur le même créneau, et on s'aperçoit que c'est peut-être la télévision qui interpelle plus. Bon, interpelle plus sur ce qu'elle présente, donc effet miroir, oui. Elle interpelle parce qu'en même temps, elle propose des programmes qui l'interpellent et qui l'intéressent. Ces mêmes programmes, je prends l'exemple, bon, il y a le kiosque, mais c'est le type d'émission que nous faisons a existé sur KMT, a existé sur ATV et a existé en télé sur Martinique Première. Ça continue à exister en radio. Ce genre d'émissions sont très suivies. Pourquoi? Parce que ça interpelle les gens, ça les intéresse. Donc, parce qu'on amène quelque chose. Les autres émissions sont aussi regardées, pas forcément par ceux qui nous regardent et qui vont regarder autre chose. Donc, il y a une offre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres. Ok, c'est pas ça. Ce que je regarde, c'est qu'aujourd'hui, dans le paysage médiatique de la Martinique, il y a un panel où chacun peut trouver quelque chose qui l'intéresse, quelque chose qui va l'interpeller et qui va susciter peut-être un débat ou une interpellation. Le problème, c'est que tous les médias vivent que par des finances, budget. On fait avec les moyens. Disparition d'une chaîne de télévision, ça pose un problème sur l'expression du pluralisme politique de la Martinique. Disparition de médias, de journal, peu importe. Quel cours soit-il? En réalité, pour rebondir, pour revenir sur les annonceurs, la clé du succès de l'élargissement et du maintien de l'expression la plus large passe par l'implication de ceux qui ont des moyens de pouvoir maintenir et développer cela. Malheureusement ici, la notion, je rejoins mon ami Michel, ça va lui faire plaisir, la notion du profit, la notion de la rentabilité, des fois prime trop sur l'engagement qui peut être un engagement civique et citoyen. Ah non, mais là, l'engagement des annonceurs, l'on profitera. Hein. Alors, pendant que tu as la parole, je te tiens. Le gang des Yellow régnait sur la prostitution. Cette Martinique a été jugée hier pour un dossier de proxénétisme aggravé au quartier Terre-Saint-Ville à Fort-de-France. Accident de la voie publique à Ravine-Vilaine, à Fort-de-France, la victime, etc. Où est passé Raymond Beltan? Placer ses parents, une décision difficile. Grand plongeon en septembre, la piscine communautaire qui est en train d'être faite. J'ai découvert ça avec beaucoup de satisfaction. Les piscines en inox, etc. Fin de la pollution de métal d'homme pour bientôt. Vous savez, c'est cette entreprise qui pollue là, dans la zone. Le retour de Didier Festion. Les Sargasses, le combat continue. Mario Bocali, entraîneur de football. Zo, le grand retour à la triomphe. Et ça, c'est tous les jours que vous nous servez 10 articles comme ça. Est-ce que vous serez à même? Ça, c'est une version. Ça, c'est la une de France Antique. Une de France Antique. Ça s'appelle le populi. Oui. Est-ce que vous serez à même d'avoir cette densité et cet intérêt? Ça m'intéresse, moi. Tout ça m'intéresse. Est-ce qu'on sera à même de faire quoi? Avec les difficultés que vous avez maintenant, la nécessité de... Attendez, Gérard, je m'étonne que vous me posez la question, mais on n'a pas le choix. On est un journal d'information, il faut donner de l'information. On va donner l'information avec les moyens que nous aurons. C'est notre mission. Bon, très bien, donc voilà. tu m'as répondu. C'est notre mission. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vit une époque de transition et de mutation avec nos téléspectateurs et qui vivent au fil des émissions ces mutations-là. Et autant dans les années 70-80, ça y allait tout doucement, là, d'une émission à l'autre, ça va très très vite. Et ce qui m'intéresse là, c'est justement la relation au sens relaté, les évolutions rapides qu'on est en train de subir.
Et je pense qu'ici, il y a un panel suffisamment large. Qui nous permet de suivre et d'expliquer aux gens. Et justement, de les prendre un peu à témoin, en leur disant, il y a au moins quelque chose qui est fixe. C'est le rapport qui existe entre ceux qui écoutent et ceux qui parlent. Ce rapport... C'est bien ce que tu dis là, j'aime bien ça. Hein. C'est bien dit. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pour ça que Galion vient, parce qu'il sent qu'il la plume, c'est bien gentil, tout ça, mais le parler, c'est bon. Michel, explique-moi une chose. Il y a beaucoup de gens, avant qu'il écrive, il y a beaucoup de gens qui lui parlent. Hein. Oui. Quand il fait ses interviews, c'est d'abord... C'est vrai. Michel, le prix du baril, près de 30% du baril de pétrole. Près de 30% de baisse en 3 mois, un point bas à $82 la semaine passée, pire niveau depuis 4 ans, stabilisation fragile aujourd'hui. Le Brent, j'ai découvert que le Brent, c'est le cours de la valeur du pétrole à New York. Le Brent à Londres. Oui, c'est le cours de la valeur à Brent. C'est le Brent, pour celui qui ne sait pas, Gérard. C'est l'indice de valeur. C'est le baril de la mer du Nord. Oui, baril, mais oui, bon, on continue. Cette qualité de pétrole. Ouais. Trop de production, mais c'est bien Galion. Trop de production à cause de l'affluence du pétrole de schiste américain. Pas assez de consommation à cause du ralentissement mondial de l'économie. Des majors qui dépriment, des prix bas, les projets qui piétinent, on les lance plus. Et lors des chocs pétroliers des années 70, on s'inquiétait de la hausse des prix. Ils appellent ça l'or noir. Désormais, vous avez remarqué qu'il y a l'or blanc maintenant aussi, qui est la cocaïne. Hein, c'est le concept nouveau idée. Désormais, on doute plus que tout ça chute comme si on revient à chaque fois à la déflation. Conclusion, on n'est jamais content. Il était trop cher, nous pas être content. À présent, il pas assez cher. Les économistes disent attention, déflation. Bon, alors effectivement, je crois que la pompe, tu parles du Brent. Le principal, ce qui régule le marché pétrolier mondial, c'est à la fois 2 choses. C'est l'offre et la demande. Tu as bien situé le fait que l'offre n'a pratiquement pas baissé. C'est-à-dire que les pays de l'OPEP, pour des raisons assez obscures, n'ont pas adapté leur offre à la demande qui chute. Alors que la demande chute, alors l'offre excédentaire, tu as bien situé, c'est le pétrole de schiste américain, dans lequel d'ailleurs s'est engagé très fortement Total, qui n'a pas voulu prendre du retard malgré les interdictions en France. Ouais. Pour que Total, au moment où, inéluctablement, à mon avis, la France va se mettre au pétrole de schiste, qu'elle ne soit pas dépassée de manière sur le plan technologique. 30 secondes, explique ce que c'est que le pétrole de schiste et tu reviendras et tu continues. Bon, alors, dans le sol, il existe une forme de pétrole qui n'est pas comparable au pétrole, on va dire liquide qui se trouve dans les zones, qui sont des espèces de résidus qui sont contenus dans les roches. Qu'il faut pulvériser. Donc on pulvérise la roche notamment à travers l'utilisation de l'eau, ce qu'on appelle la fracturation hydraulique, et on recueille ce liquide, on le fait remonter, on le filtre, et on prend le pétrole et on rejette l'eau et les matières chimiques. Ce qui pose problématique. Les déchets. Voilà, l'environnement. Alors, il y a le problème, effectivement. Donc, ce à quoi je voulais en venir, c'est que, mais il y a quand même une dimension importante, c'est que, et tu l'as signalé, c'est le fait qu'il y a un ralentissement mondial important, y compris la Chine. Depuis 2 jours, on en parle à la une de tous les journaux, et que ce ralentissement mondial fait craindre un processus, d'abord en Europe, dont nous avons déjà parlé, un processus de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix, entraînant la baisse de la production, la baisse de l'emploi, la baisse des salaires, et un processus cumulatif. Bon. Et cela est accentué par le fait qu'on vient de découvrir qu'il y a une forte chance que l'Allemagne entre en récession au 3e trimestre de l'année 2014. Bon. Donc, c'est peut-être excessif. Ça veut dire, d'autres termes, ça veut dire... Non. C'était annoncé, les économistes, il avait annoncé en moins de 3 ans. On dit mon Paul mot. Voilà. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. À la semaine prochaine.